Super, donc bonjour et bienvenue au podcast Opération Reconstruction, donc animé par Anna et par moi, Anne. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler du processus CARMS et on va explorer en fait les différentes facettes de la chirurgie plastique. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir deux résidents du programme de chirurgie plastique de l'Université de Montréal pour venir nous parler du processus CARMS. Alors, bienvenue, Dr. Noah Waknin et Dr. Ophélie Doucet. Salut, merci de nous recevoir. Merci à vous deux. Donc, juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, votre background avant la résidence en plastique? Je peux commencer. En fait, comme tous, j'ai fait mes études, mais pas comme tous, mais comme la plupart, j'ai fait mes études au Québec, donc secondaire, cégep. Ça en est suivi d'une admission en ergothérapie à l'Université McGill. Initialement, je n'avais pas à l'idée de faire de la médecine du tout. En fait, j'étais presque convaincue de vouloir faire une ergothérapie. Puis c'est lors de ma première année en ergothérapie, avec les ateliers de dissection sur l'anatomie, que j'ai réalisé qu'en fait, je cherchais à faire quelque chose d'un peu plus concret. Puis c'est là que j'ai développé plus un intérêt pour les techniques. Puis je me suis envisagée dans un domaine plus chirurgical, vraiment spécifiquement. Puis à travers mes expositions en stage en ergothérapie, j'ai vraiment eu la chance de rapidement voir c'est quoi la chirurgie plastique à travers les réadaptations pour les patients qui ont été opérés au niveau des mains, membres supérieurs, puis aussi au niveau des soins des grands brûlés. Fait que c'est vraiment ça qui m'a propulsée ou motivée à appliquer en médecine, vraiment en tête de faire de la chirurgie plastique ou quelque chose dans le domaine chirurgical qui s'y ressemblait. Donc, à ce moment-là, j'ai tenté tout de suite mes applications en médecine. Puis, je sais que les règles changent beaucoup d'une année à une autre, mais à ce moment-là, mes seules options, c'était d'appliquer à l'Université de Sherbrooke, comme je n'avais pas complété mon bac. Donc, j'ai appliqué à l'Université de Sherbrooke. Puis, finalement, je suis rentrée au campus chez Chicoutimi de l'Université de Sherbrooke, où j'ai entamé mes études médicales. Puis par la suite, j'ai fait mes applications CARMS, puis je suis rentrée directement en chirurgie plastique à l'Université de Montréal. Tu as fait combien d'années de Ergo 2? Un an. Ouais. Wow. Puis après, dans le fond, dans la première année, tu as appliqué ou vraiment après la première année, là, tu as fait tes En fait, au courant de la première année, là, ça s'est quand même passé rapidement. J'ai aussi fait des rencontres pendant mes études en ergothérapie, des gens qui prévoyaient faire le switch en médecine. Puis j'avais pas vraiment côtoyé des gens qui voulaient rentrer en médecine pendant mon cégep. Mais arrivé en ergo, puis on était mixé beaucoup avec les gens en physio, mais c'est là que j'entendais plus parler de ce switch-là. Puis j'avais comme... On dirait que ça m'avait toujours un petit peu titillé, mais je pensais pas vraiment que c'était réaliste d'appliquer en médecine à ce stade-là de ma vie. Mais là, en étant avec plein de gens qui étaient un peu dans ce mindset-là, c'est sûr que je suis devenue un peu plus curieuse. Puis là, quand j'ai comme cliqué que en fait, j'aimais beaucoup ça, la dissection, puis l'anatomie, puis finalement, la partie réadaptation, c'était un peu moins un bon fit pour moi. J'ai comme tenté ma chance tout de suite. Mais je pense plus que c'est nécessairement possible, ce même parcours-là. Là. Maintenant, je sais qu'ils sont un peu plus rigides dans le fait que... Moi, j'avais un ami qui a fait aussi l'ergo, puis après, il est entré en dentaire. Je pense qu'il a fait 2 ans. Mais il n'a quand même pas complété son bac. Mais je pense que c'est quand même... les gens, ils font la physio, ergo, avant pour entrer en médecine. Je pense qu'ils prennent plus de candidats qui ont fait le bac au complet ou que tu rentres du cégep. Puis maintenant, là, comme entre deux, il est comme un peu moins straightforward. Mais il faut vraiment bien regarder là, les critères pour d'admission dans les différentes universités. Puis je pense que ça vaut la peine de tenter sa chance si jamais on peut. Il y a aussi des avantages à finir un bac là, parce que c'est l'expérience du bac là, qui vient vraiment aider, surtout dans tout ce qui est, connaissance, anatomie, physiologie, c'est quand même des choses qui vont être utiles rendues en médecine. Puis aussi l'expérience, puis la maturité, puis je pense que c'est quelque chose qu'ils cherchent aussi dans des candidats. Ceci dit, tous les parcours sont acceptés, puis il y a des gens qui ont des parcours très différents, mais je pense que c'est quand même pas perdu là, à ce moment-là. Mais j'ai eu la chance de rentrer après 1 an là, seulement. Ben, moi aussi, j'ai fait mes études ici à Québec. J'ai commencé avec mon cégep à Dawson. J'ai fait Health Sciences, puis après je suis rentré en Pre-Med, Med-P à l'Université de McGill. Donc je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissez, c'est un programme de 5 ans. Donc vous faites une année préparatoire, donc c'est comme un mini-bac en fait.
il y a des cours de biologie, de statistiques, de maths. Puis après, ça te prépare un petit peu pour la médecine parce qu'il y a, comme Ophélie l'a fait, un bac avant, il y a des gens qui sont un peu déséquilibrés avec leurs études de base. Il y avait des gens qui ont fait comme des bacs en musique, qui rentrent en médecine, qui étaient dans ma classe. Donc vraiment, ça nous équilibre tous avant de rentrer en médecine. Puis ouais, après, j'ai fait ma médecine 4 années de suite à McGill. Et ouais, on pourra en parler un petit peu plus après, mais j'ai fait entre ma médecine puis ma résidence, j'ai fait une année de maîtrise à l'Université de Montréal. C'était au programme de sciences biomédicales, option médecine expérimentale. Puis la raison pour laquelle j'ai fait une maîtrise, c'était pas pour le fun, j'ai pas rentré en chirurgie plastique la première année. Donc ouais, tout le monde a des parcours un petit peu différents, puis je pense que qu'est-ce qui est unique de chacun, c'est vraiment leur histoire, puis c'est à leur avantage de vraiment leur expliquer pendant le parcours de CARMS, puis expliquer qu'est-ce que ça te donne comme avantage. Oui, c'est ça, il y a plusieurs parcours différents, puis la maîtrise a quand même un rôle là, dans le parcours. Il y en a qui vont décider de le faire pendant leurs études en médecine. Ouais. Il y a des résidents dans notre programme qui l'ont fait au milieu. Il y en a qui se disent, bon, ben, je préfère tenter une application CARMS puis la faire après. Fait que c'est une option là, parmi les différents parcours d'ajouter la maîtrise, parce que c'est sûr que ça l'ajoute beaucoup à une candidature, surtout dans une spécialité très contingentée. Moi, à l'inverse, j'ai fait une maîtrise pendant ma résidence parce que, en fait, on pourra en parler plus, mais si on veut occuper un poste universitaire là, comme patron après la résidence, il faut faire un fellowship, bien sûr. Puis présentement, les règlements, c'est pour avoir un poste universitaire, il faut faire 2 années de fellowship, à moins que tu aies une maîtrise. Fait que là, moi, devant le fait que j'aimerais commencer sur le marché du travail rapidement, puis c'est quand même 2 ans à l'extérieur, souvent les fellowships sont dans une autre province, un autre pays. Je voyais vraiment l'avantage de faire une maîtrise pour me sauver potentiellement d'une année additionnelle. Fait que c'est sûr que si tu passes 1 an à faire une maîtrise pendant ton parcours en médecine ou au milieu des applications, tu sais, CARMS, c'est pas perdu parce que ça se peut que plus tard, tu veuilles en faire une de toute façon. Ouais, fait que, pas du tout perdu. C'est ça, puis justement, pour parler un peu plus de votre maîtrise, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du sujet qui vous intéresse? Ouais, moi je pourrais commencer. Donc, je suis encore en train de le finir présentement. Donc, c'est l'option médecine expérimentale, mais vraiment le sujet d'une maîtrise. Tu peux le faire sur qu'est-ce que tu veux. Donc, quand on fait une maîtrise, on doit trouver premièrement un superviseur. Donc moi j'ai 2 superviseurs, c'est des patrons de notre programme, il y a Dr Bolossian puis Dr Tremblay. Donc c'est un sujet qu'ils ont commencé avant que je commence ma maîtrise, donc il y avait déjà un bout qui était déjà commencé. Puis c'est sur vraiment la reconstruction des membres supérieurs chez les patients tétraplégiques. Donc les patients qui ont eu une atteinte à la moelle cervicale, puis sont plus capables d'utiliser leurs mains, plus capables de marcher. Maintenant en chirurgie plastique, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Avant, ça fait même au début du siècle, ils faisaient des transferts tendineux pour ces patients-là, mais surtout maintenant, c'est plus des transferts nerveux. Donc, il y a quand même des fibres au-dessus du niveau lésionnel qui sont épargnées, qu'on peut utiliser pour transférer à d'autres nerfs qui sont plus importants pour la fonction, dont l'extension du coude, l'extension du poignet, la pince, la fermeture, l'appréhension. Donc, des fois, ça dépend vraiment, chaque patient tétraplégique est unique. On vient juste d'avoir une clinique ce vendredi, donc on a vu des nouveaux patients, des suivis, puis c'est vraiment chaque patient est unique, puis on les examine en clinique multidisciplinaire, puis on voit s'ils ont des donneurs. Donc la principale chose qu'on voit pendant l'évaluation, est-ce qu'il y a des nerfs ou des muscles qui sont redondants qu'on peut prendre pour transférer. Donc par exemple, si on regarde aux flexions du coude, on a 3 muscles qui fléchissent le coude. On a le biceps, le brachial, puis le brachioradial. Donc si on peut prendre un de ces muscles-là comme transfert tendineux ou nerveux, on pourrait leur redonner la flexion du coude ou prendre ce nerf-là pour une autre fonction. Donc on utilise beaucoup le nerf supinateur, qui est un petit muscle ici à l'avant-bras, puis on transfère ce nerf-là pour redonner l'ouverture de la main. Ça fonctionne très bien, puis on voit ces patients à 2 ans plus tard, puis ils sont capables de vraiment prendre le navet, boire tout seul, puis avant ils avaient des mains comme ça tombant, ils ne pouvaient rien faire. Donc,
c'est quelque chose qui est très stimulant. On voit, je pense ici, l'équipe Tetraman de Montréal, ils sont probablement l'équipe la plus grosse au Canada. Donc, il y a vraiment un gros volume. On a des referrals de partout. On a même reçu des patients des États-Unis qui voulaient venir ici. Donc, c'est quand même quelque chose qui se développe beaucoup. Fait que de ouais. là, la pertinence d'avoir quelqu'un à la maîtrise qui peut un peu recenser toutes les données sur ces patients-là, puis publier tu sais, des résultats vraiment concrets et intéressants. Ouais. Puis c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'on a il y a les médecins, il y a le Dr Bogossian, le Dr Tremblay, puis on a aussi une physiatre, Dr Jacquemin, qui fait tout l'aspect de suivi en aigu, la réadaptation après la blessure de la moelle. Puis après, il y a les physios, on a plusieurs physios, plusieurs ergots qui prennent des mesures standardisées de force musculaire, sensations. Il y a des questionnaires aussi standardisés pour les patients tétraplégiques qu'il leur faut remplir aussi. Donc, il rend le travail un petit peu plus facile pour moi de juste collecter les données puis essayer de publier quelque chose. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Fait qu'en plus de ça, tu avais aussi des cours, je crois, aussi pendant Ouais, la maîtrise. ouais. Donc, pour une maîtrise, il y a deux options. Tu peux faire une maîtrise juste qui est basée sur des cours et il y a aussi des maîtrises avec une thèse ou une mémoire. Donc, si c'est une maîtrise qui nécessite une mémoire, il faut avoir un projet de recherche où tu dois faire une étude ou une publication. Puis moi, pour ma mémoire, c'est vraiment d'examiner ces résultats fonctionnels de ces patients-là à long terme. Donc on regarde ça surtout à 2 ans pour voir les résultats finaux. Parce qu'avec les transferts nerveux, on sait que les nerfs ils poussent très lentement, comme à 1 mm par jour. Donc si c'est une longue distance, on ne va pas regarder les résultats à 6 mois, on va regarder plutôt à 2 ans. C'est super intéressant. Hein? Moi, ma maîtrise, c'est un peu différent. Fait que je pense qu'il y a comme 2 grandes catégories de maîtrise. Il y a une maîtrise comme Noah, très concret, ça représente un peu comme un projet de recherche. C'est super utile parce qu'en même temps, c'est comme un peu un 2 pour 1. Là. Tu fais une maîtrise plus de la recherche en même temps. Puis en plus, ça te permet d'avoir un contact avec des patrons qui travaillent dans le programme, qui font de la recherche. Mais ça dépend aussi un peu des opportunités que tu as à trouver ce type de superviseur-là, de projet-là. La recherche, c'est beaucoup le timing. Ouais. À qui tu tombes, à quel moment. Puis, la chose. Ouais. Comme vous avez des personnes qui écoutent ce podcast, là, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent des projets de recherche, mais c'est ça, c'est une question de timing. Sinon, les autres options, c'est vraiment des maîtrises qui sont plus comme théoriques. Fait que moi, j'ai fait une maîtrise à l'Université d'Ottawa, une maîtrise en éducation pour professionnels de la santé. Fait que c'est une maîtrise que j'ai faite pendant ma résidence parce que je pouvais la faire à temps partiel. Donc, je l'ai faite sur 2 ans et demi. Puis, c'est à distance. Fait que j'avais pas besoin de me déplacer. Puis, les cours, tout se fait en ligne. Puis, tu es fait à ton rythme. C'est sûr qu'il y a des devoirs, des travaux à remettre, des présentations. Mais il n'y a pas de cours cédulés de telle heure à telle heure. Donc, tu écoutes les vidéos, tu fais les lectures, puis les devoirs à ton propre temps libre. Donc, pour moi, ça se faisait bien pendant ma résidence. Puis, je crois que c'est quelque chose qui pourrait aussi bien se faire pendant la médecine ou pendant une année de pause parce que ça permet quand même de faire autre chose en même temps, puis de l'étaler sur plus qu'1 an au besoin. Donc, ça n'avait aucun lien avec projet de recherche. C'était vraiment des cours sur l'enseignement, l'éducation, puis un peu comment ça s'applique au système de santé. Donc, dans l'optique de venir travailler dans un milieu universitaire, c'est des connaissances qui sont pertinentes pour devenir professeur, puis établir des programmes, des méthodes d'évaluation, et ainsi de suite. Donc, c'est très différent, mais c'est sûr que ce type de maîtrise-là, c'est un peu plus ouvert à tous, je dirais, parce que n'importe qui peut appliquer, mais peut-être un peu moins concret et intéressant en termes de comme projet de recherche, comme l'expérience à Noël. Est-ce qu'il faut avoir un bac pour faire ce type de maîtrise? Disons quelqu'un qui est rentré en pre-med, puis est en cours de finir la médecine, puis il veut le faire peut-être à temps partiel. Est-ce que tu sais que s'il va avoir... C'est une bonne question. Dans mes cours, c'était beaucoup des gens avec... qui étaient comme sur le marché du travail, beaucoup de médecins, physio, ergo, des infirmiers, infirmières. Donc, ça serait peut-être à vérifier là, si les gens qui sont en cours d'études en médecine, s'ils sont éligibles. Sinon, ça peut être une option aussi dans le contexte de nos matchs et compagnie. Je pense que là, c'est sûr que les candidats seraient éligibles. Mais je pense que tu peux, même si tu n'as pas fait de bac. Ouais. Ça se pourrait, ouais. C'est quand même un peu ouvert à tous là, comme programme. Là, donc, on a quelques résidents qui le font. Là, donc, ils s'appliquent bien là,
à la réalité ici, là, malgré que c'est à Ottawa. Sinon, il y a des gens dans d'autres spécialités qui font des maîtrises en pédagogie à l'Université de Montréal. Puis ça aussi, je pense que c'est vraiment un curriculum intéressant, là. Puis l'avantage un peu moins dispendieux, là, les études au Québec sont moins dispendieuses qu'en Ontario. Donc je pense que c'est aussi une belle option à regarder là, pour les gens qui cherchent à faire une maîtrise. Ceci dit, on n'est pas obligé de faire une maîtrise. Il y a des gens qui... J'entends beaucoup des candidats dire « Ah, mais j'ai entendu dire qu'il faut absolument une maîtrise. » C'est pas vrai. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'encourage les gens à le faire, là, parce que ça peut être un atout, mais si c'est pas quelque chose qui intéresse le candidat en question, ben, peut-être le garder comme un plan B si jamais on a besoin. Il faut faire ce qu'on aime, parce que sinon ça va être misérable. Puis aussi ça se voit aussi, quand on fait quelque chose qu'on est forcé de faire, puis on n'avance pas, puis si tu as un superviseur, ça va se voir aussi. Donc, des choses à considérer. Et justement, pour vous, est-ce que la placée, ça a toujours été votre numéro 1 dès le début de la médecine? Moi, oui. Je l'ai un peu dit dans mon parcours, là, puis je pense que faut pas prendre moi comme l'exemple nécessairement, puis il y a plusieurs parcours différents. On connaît des gens qui ont découvert la plastie à l'externat. Puis c'est très fréquent pour notre spécialité, je dois dire, parce que notre spécialité n'a pas toujours la meilleure presse, puis il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas à sa juste valeur. Donc, c'est très fréquent que les gens vont juste la découvrir une fois en stage ou si par chance ils ont eu une exposition ici et là, ils vont être surpris de voir qu'on fait la chirurgie de la main. T'sais, plusieurs vont dire « Ah, mais je pensais que c'était l'orthopédie. » Ou qu'on fait la crâniofaciale. « Ah, je pensais que c'était l'ORL. » Ou tout ce qui est réimplantation, microchirurgie, transfert de nerfs. C'est très, très vaste. Puis souvent, les gens ils vont peut-être savoir qu'il y a l'esthétique, oui, mais ils ne vont pas nécessairement connaître tous les autres atouts vraiment intéressants de la chirurgie plastique. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens que dès le début, c'est pas nécessairement leur plan. Ils ne pensent même pas que c'est une option. Ou ils se découragent aussi en se disant « Ah bon, c'est très contingenté, je comprends pas trop c'est quoi. Mais en fait, moi, c'est vraiment un concours de circonstances parce qu'à travers l'ergothérapie, la chirurgie de la main, c'est tout de suite quelque chose qui m'intéressait. Puis quand j'ai su que c'était les plasticiens qui faisaient ça, ben c'est ça qui me lançait là-dedans. Puis j'avais vraiment un plan en tête de rentrer en chirurgie plastique. Puis au cours de mon parcours, j'ai découvert d'autres spécialités qui m'intéressaient, mais pour moi, c'était la chirurgie plastique dès le début. Ouais. C'est comme en orthopédie, il y a plusieurs personnes qui rentrent et qui ont fait des bacs en physio. Ouais, un classique. Moi, au début, je suis rentré en médecine en savant que je voulais faire quelque chose de chirurgical, mais au début, je savais pas trop. Honnêtement, je savais pas trop c'était quoi la plastie. Puis au début, je commençais à faire de la recherche en chirurgie colorectale. Je pensais que peut-être ça c'était en pre-med, peut-être chirurgie générale. Puis j'ai vu, ou peut-être pas pour moi. Puis après, pendant cette année-là, puis la première année, j'ai vraiment fait beaucoup de shadowing, ce que je recommande surtout aux étudiants en première année, puis en année préparatoire, parce que ça te donne vraiment, c'est du low stakes environment, tu peux vraiment regarder toutes les spécialités comme tu veux, poser toutes les questions comme vraiment quelqu'un de nouveau en médecine. Donc j'ai fait des journées en neurochirurgie, en orthopédie, en chirurgie générale, en ORN. Puis j'ai aimé beaucoup de choses, mais c'était pas comme waouh, tout à fait. J'étais pas vendu la première journée. Puis au cours de la première année, deuxième année, je me suis intéressé un petit peu en plastie. Je me suis impliqué avec des projets de recherche, j'ai connu un peu de gens, puis j'ai fait aussi du shadowing. Et comme j'ai ressenti que c'était l'environnement où j'ai fité le mieux. Puis je pense que c'est des gens ils parlent beaucoup de ça dans leur propre spécialité, où tu te sens bien accueilli, tu sens que tu es un peu plus comme les gens qui sont dans cette spécialité. Puis moi j'ai vraiment ressenti ça dans la chirurgie plastique. Bon, il n'y avait pas une chirurgie que j'étais comme waouh, c'est là où j'ai décidé d'appliquer en plastie, mais on sait tous qu'il y a des chirurgies extraordinaires en plastie, donc c'était à chaque moment pendant mes stages, et ça m'a juste vendu de plus en plus que c'était sûr que ça, ce que je voulais faire. Mais je dirais probablement en mi-première année en médecine, deuxième année que je savais que je voulais faire la plastie. C'est pas tout le monde qui a le aha moment, de dire « Oh, wow, je veux faire ça ». Je pense que d'avoir des doutes, ça fait partie du processus parce que, comme dans toutes les spécialités, il y a des avantages, des avantages. Fait que peut-être que tu vas tomber sur une chirurgie qui fit moins,
Mais en fait, Ouais. c'est tellement varié que ça se peut que ce soit un peu un concours de circonstances. Ouais. Puis je pense que c'est normal d'avoir des doutes puis des réticences. Mais aussi, je pense que si tu t'informes bien, les journées d'observation, je pense que ça va être beaucoup parler avec les résidents, Ouais, écouter ouais. des podcasts comme celui d'aujourd'hui. Ouais. Une fois que tu as l'impression que ça peut fitter avec toi, je pense aussi important à un certain point de peu se lancer, là, puis tenter, À un certain moment, il faut sauter. Ouais, parce qu'il y a des gens qu'on voit là, jusqu'à leur dernier Ouais. stage, sont comme ah, mais j'aime ça, c'est ça. Mais Ouais. probablement que tu serais heureuse dans toutes ces options, Ouais. mais à un certain point, il faut quand même décider en se gardant les plans B. Ça, c'est très réaliste aussi, mais je pense qu'il faut quand même essayer de se brancher à un certain point dans le parcours parce qu'il reste que la plupart des spécialités chirurgicales sont contingentées. Ouais. Donc, ouais, je pense que les journées d'observation, puis discuter avec les résidents, ça peut aider à éclaircir un peu son choix. Puis aussi, ça ne veut pas dire que il faut juste limiter tes options à une spécialité. Donc, si tu aimes la plastie, l'orthopédie, puis ça ne te limite pas d'appliquer dans ces deux spécialités. Là, tu sais, tu peux faire des projets de recherche dans les deux spécialités, tu peux connaître des résidents, des patrons dans les deux spécialités. Il faut juste, à un certain moment, il ne faut pas être trop large. Ouais, il faut être cohérent Il faut aussi. limiter dans 1, 2, 3 max. Ouais, je pense que c'est important d'être cohérent dans ce processus-là. Puis, s'il y a moindrement une autre spécialité qui t'intéresse, j'encourage les gens à s'essayer. Mais il reste que c'est difficile de mettre ses œufs dans tous les paniers. Surtout quand il vient le temps des projets de recherche, des implications et tout. Donc, il y a plusieurs stratégies, là, puis on n'a pas la recette parfaite. Mais il y a des gens qui ont plutôt la stratégie, je veux rentrer dans une spécialité contingentée, je vais m'y concentrer. Puis d'autres qui vont essayer d'en faire un peu partout. Moi, j'étais plus de l'idée comme je me concentre sur celle qui m'intéresse le plus. Parce que j'étais aussi, à travers mon parcours, je me suis intéressée aussi à la dermatologie. Mais c'est deux spécialités super contingentées. Donc, j'ai quand même opté pour me concentrer sur la plastie. Mais ceci dit, il y a différents parcours qui fonctionnent. Oui, c'est sûr. Puis même dans notre programme, on voit que tout le monde est un peu différent. Il n'y a vraiment pas une recette que tu peux suivre, puis c'est sûr que ça va marcher. Puis je pense que, comme tu as dit un peu pour revenir sur ce que tu as dit, il y a la spécialité, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi la vibe là, du programme, les valeurs du programme, puis la spécialité, puis un peu la personnalité aussi. Puis il n'y a pas des stéréotypes, là, mais il y a quand même certaines qualités qui se retrouvent chez un plasticien, puis chez un chirurgien général qui peuvent être différentes. Donc je pense que d'avoir comme un bon fit avec la vibe et les personnes qui sont là, je pense que c'est super important. Puis surtout, le programme de résidence, c'est quand même un choix important. Là. C'est beau la spécialité. Une nouvelle famille que tu adoptes ou tu as adopté. Exact. Puis d'un programme à un autre, c'est très différent. Donc, c'est important de voir si tu es un bon fit avec le programme. Parce que c'est quand même là que tu vas te spécialité former. et aussi le programme. Donc ben justement, vous avez dit à quel point c'est contingenté la plastie et tout ça. Vous, c'est quoi durant votre parcours que vous avez fait là, pour vous préparer, dans le fond, à l'application quand même, que ce soit au niveau du CV ou peu importe? Je pense, certainement dans toutes les spécialités maintenant, c'est pas juste la plastie qui est contingentée. Les gens ils pensent qu'ils peuvent mettre comme plan B la chirurgie générale, puis ça va être sûr qu'ils rentrent. C'est vraiment pas le cas de nos jours. Là. Donc, je pense qu'ils cherchent surtout des gens qui sont well-rounded. C'est pas juste quelqu'un qui fait beaucoup de la recherche, qui est très bien cliniquement. Il faut être quand même aussi une bonne personne qui veut travailler avec. C'est pas le mémoire. Tu sais, on est une petite équipe, on a plusieurs événements académiques chaque semaine. Par mois, des fois ça arrive qu'on a 2-3 événements, donc c'est vraiment comme une petite famille. Puis si ça ne fit pas bien, ça va être dur, ça va pas marcher trop bien. Donc c'est vraiment, il faut faire bien dans tes stages cliniques, il y a la recherche aussi, puis il y a aussi juste comment tu interagis avec tes patients pendant tes stages. Tu sais, dans notre clinique, notre clinique à Maisonneuve-Rosemont, c'est tout ouvert. Donc on voit même nous les résidents, puis les externes, quand ils voient des patients, comment ils interagissent, comment ils examinent les patients, leur approche, s'ils sont très délicats, ils écoutent les patients. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui jouent un rôle dans la sélection. Puis, c'est vraiment jouer à tes avantages, c'est sûr. Si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de la recherche, qui est très bon en ça va t'aider sûrement.
mais il ne faut pas nécessairement forcer dans un aspect si c'est pas ta force. Ouais, je pense que l'authenticité, c'est qu'est-ce qui revient beaucoup, là. Puis moi, c'était un peu ma stratégie. Tu sais, les fameux can meds aussi, là, on peut voir ça comme un peu très théorique, là, mais il reste qu'ils cherchent quelqu'un qui va avoir toutes les pétales. Tu sais, autant en termes de recherche, ça vient souvent, là, puis souvent, c'est la raison pourquoi les étudiants sont un peu stressés, ils ont l'impression qu'ils doivent absolument faire la recherche pour un prix. Puis oui, c'est un gros avantage, mais il ne faut pas oublier les autres pétales qui sont tout aussi importantes. La communication, la collaboration, toutes ces autres qualités humaines-là. Je pense qu'il faut qu'aussi ça apparaisse dans ton application que tu coches la plupart de ces critères-là, parce que en effet, c'est beau être quelqu'un de connaissant, puis motivé et tout, mais il faut aussi que tu aies ces autres qualités-là. Donc moi, quand je préparais mes applications, j'ai essayé de faire un peu de, pas de tout, là, parce qu'il faut rester réaliste, mais j'avais des implications dans des comités, par exemple, où ce que ça reflétait un peu plus mes capacités de communiquer, régler des problèmes, collaborer en équipe. J'avais aussi, en effet, moi, comme j'ai dit, ma stratégie, c'était très authentique. Fait que quand je voyais des activités ou des implications qui m'intéressaient, je saisissais l'opportunité, même si ça n'avait pas de lien avec la chirurgie plastique. Comme par exemple, dans mon campus, j'étais la paire aidante du programme. Donc, quand les gens étaient en difficulté, j'étais comme la personne ressource à qui ils pouvaient se confier ou pouvait juste être une source d'écoute. Donc, c'est sûr qu'en mettant ça à mon CV, c'est pas directement relié à la chirurgie plastique, mais je pense que ça m'amenait un peu plus à la candidature en termes d'avoir une application complète, puis qu'ils puissent voir un peu c'est quoi tes vraies qualités, puis comment ça a été reflété dans tes implications. Donc, oui, la recherche, mais je pense que c'est important de se respecter dans le processus, puis ça va paraître si tu as des implications qui sont pas honnêtes. Je pense que c'est important de mettre à son CV des éléments que tu es à l'aise de discuter ou ce que tu as vraiment eu des vraies expériences significatives pour être capable d'en discuter, donner des exemples, revenir à ça dans les mises en situation lors des entrevues. Donc, fait que la recherche, moi j'avais eu la chance d'en faire. Je pense que c'est important d'en faire un peu, du moins, mais je pense pas que c'est la chose la plus importante. Ensuite, tes implications dans des comités, dans différentes associations, je pense que c'est une autre façon de peu garnir son CV. Les journées d'observation. Exact. Je pense que c'est des bonnes initiatives que vous bâtissez. Les journées d'observation. Certains congrès aussi qui sont ouverts à tous, à des étudiants. Il y a les fameux congrès québécois en chirurgie plastique, l'ASPEC. Donc, ça revient à chaque 2 ans environ. Donc, ça, c'est un bon événement pour que les étudiants puissent se présenter, peut rencontrer les résidents, même certains patrons, puis en savoir plus sur la chirurgie plastique. Sinon, il y a le congrès canadien, le CSPS. Il y a le congrès américain, ASPS. Puis il y en a d'autres plus spécifiques, disons, pour la chirurgie de la main, il y a le ASSH. Pour la chirurgie de la nerf, le ASPN. Donc, c'est toutes des différentes associations qu'on peut faire partie en tant qu'étudiant. Puis qui peut nous aider à tisser des liens avec différents programmes de résidence. Puis comme Noah a dit aussi, de montrer un peu ta personne. Donc, si vous avez un intérêt à l'extérieur de la médecine, par exemple, moi, pendant ma médecine, j'ai fait beaucoup de cours de yoga, puis c'est devenu une passion. Donc, j'ai décidé de suivre un cours pour devenir professeur de yoga. Ça n'a zéro rapport avec la chirurgie plastique, mais c'était réellement un intérêt. Puis, je l'ai fait parce que je voulais le faire. Mais en mettant ça à mon CV, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé à l'entrevue, chose que je ne m'attendais pas. Puis, je pense que j'en ai parlé avec passion. Puis, tout ça, ça se tissait bien avec ma personne, le fait que je suis quand même quelqu'un de posé, calme, mais qui a quand même beaucoup de rigueur aussi. Donc, je pense que chaque personne a son petit grain de sel ou quelque chose de spécial qu'ils font à l'extérieur de la médecine. Puis, je vous encourage à garder ces choses-là là, dans votre parcours. Puis, c'est quelque chose qui vous rend différent, qui vous distingue, puis qui est très intéressant là, pour les évaluateurs. Puis, pour avoir participé à des entrevues, c'est souvent quelque chose qui va accrocher l'attention du comité de sélection, puis qui vont discuter avec vous lors des entrevues. Fait que je pense que c'est vraiment important de ne pas oublier cette partie-là de l'application. Justement, pendant les entrevues, vous allez voir que même si vous préparez des semaines de l'avance, quand vous êtes dans l'entrevue, toute la préparation, elle n'est plus là. Donc, tu devrais juste être capable de parler des choses authentiques, donc de tes expériences, de ce que tu es vraiment passionné de faire. Donc, Ophélie, c'était le yoga. Moi aussi, j'ai beaucoup parlé du tennis, je joue beaucoup au tennis. Puis, je me rappelle, pendant mon entrevue, on a discuté beaucoup de ça aussi. Puis, ouais, c'est vraiment
être, puis ça se voit très facilement. Ils disent toujours, moi au début je croyais pas trop à ça qu'on voit tout de suite si c'est authentique ou non, mais maintenant, comme je suis un peu de l'autre côté du rideau maintenant, je vois un petit peu plus qu'on voit quand même quand les externes, puis même des autres résidents, ils parlent des choses qui sont très passionnées ou si c'est quelque chose qui est un peu flou. Parce que ils cherchent un collègue, ils cherchent un bon candidat, quelqu'un de compétent, mais ils cherchent un collègue, même voir un ami. C'est quand même 5 ans de résidence, puis on est un petit programme. Pour les gens qui ne sachent pas, ils prennent en moyenne 2 candidats par année. Donc, sur 5 ans, ça fait une dizaine de candidats, plus les gens qui ont fait de leur résidence à Sherbrooke pour suivre R3, 4, 5 à Montréal. Donc, on est entre 10 et 15, disons, mais il reste qu'on fait beaucoup d'activités ensemble, on passe à plein de défis, de moments stressants ensemble. Donc, ils cherchent quelqu'un qui va bien intégrer l'équipe, puis que justement, un candidat complet, là, finalement. Donc, je pense que c'est aussi important, à travers cette interaction avec le programme en stage, mais aussi en journée d'observation, dans des congrès, de montrer un peu sa vraie personnalité, puis montrer que tu es une personne chill. Ouais, exactement. C'est pas juste en stage que... C'est pas nécessairement juste... tu dois pas juste parler des patients, puis demander des questions reliées à la plastie. Tu peux parler des autres choses, comme qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, qu'est-ce que tu fais après ta garde, ou whatever. Puis après, pendant ces discussions-là, peut-être tu vas trouver quelque chose auquel tu peux relier avec un autre résident. Puis c'est vraiment comme ça qu'on forme des relations qui sont authentiques. Des fois, c'est juste une petite chose qui clique, puis après... Des fois, c'est un meilleur fit que quelqu'un qui a des connaissances parfaites en chirurgie plastique, qui répond bien à toutes tes questions. Mais c'est vraiment l'ensemble de la personne qui va faire en sorte que c'est un bon candidat ou pas. Puis vous, mettons, personnellement, c'est quoi la partie du CV que vous avez le plus peaufiné ou que vous avez le plus... Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas comment on a été noté pendant le processus, mais je pense quand même, j'avais des bonnes relations avec plusieurs personnes, au moins la deuxième fois quand j'ai réappliqué. Puis comme Ophélie a dit, on est vraiment un petit programme, donc ils doivent te connaître d'une façon pas juste superficielle, comme tu es qui comme personne, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'hôpital, c'est quoi tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire dans la spécialité, dans la vie. Puis je pense que ça a sûrement fait une grosse différence la deuxième fois. Puis aussi, je pense que quand même, j'étais très impliqué dans la recherche. On va pas se le cacher. Qui a surtout, surtout aidé. Mais c'était pas juste parce que j'ai fait beaucoup de recherches, c'était aussi la recherche permet d'avoir ces relations avec des patrons puis des résidents. Comme j'avais la chance de travailler avec Ophélie, elle m'a donné une opportunité l'année passée pour un projet de recherche, donc c'est comme ça que j'ai connu Ophélie un petit peu plus. Donc c'est vraiment de trouver des choses qu'on peut relier, qu'on peut utiliser pour créer comme une vraie connexion avec les personnes sur le comité, les résidents, les patrons. Je pense que le lien avec les résidents, c'est quand même important, là, parce que je veux dire, c'est pas eux qui vont faire en sorte que tu rentres ou pas. Il faut quand même faire une bonne impression au niveau des patrons, mais je pense que ça peut vraiment aider. Parce que dans mon cas, j'ai appris à connaître Noah avant qu'il rentre, puis pour moi, c'était vraiment quelqu'un que je souhaitais qu'il rentre. C'est sûr que ça l'amène une énergie positive là, quand tu arrives à l'entrevue, puis quand tu interagis avec les résidents. Je pense que dans l'application, d'être cohérent, là, je pense que c'est ça le plus important. Puis il y a des implications que j'avais fait, des activités que j'avais participé, que j'avais pas nécessairement beaucoup de choses à dire dessus. Fait que je l'ai pas mis à mon CV parce que je préférais me concentrer sur des choses pertinentes là, de ma personne. Puis je pense que c'est important de faire ce tri-là. Là. C'est important d'avoir un CV, quand même fourni, mais pas trop en même temps parce que là, ça dilue toutes les implications intéressantes que tu as eues. Donc, je pense qu'il faut quand même choisir les choses. Puis, ça se peut que pendant ton entrevue, il te parle d'un des éléments de ton CV seulement. Donc, si tu as mis des choses un peu floues ou que tu as été plus ou moins impliqué, je déconseille de le mettre. Là, non, c'est vrai, Ben, en fait, je m'étais impliquée aussi dans l'IFMASA. Il y avait une activité qui m'avait vraiment beaucoup parlé. Là. On en faisait ça dans notre programme à l'Université de Sherbrooke à Chicoutimi. Ça s'appelait Bonbon, bon don. Donc, on passait l'Halloween en donnant des collants qu'on met derrière la carte d'assurance maladie pour encourager les gens à signer leur carte pour le don d'organes.
Fait que ça, c'était une des activités. Puis il y avait d'autres activités aussi que j'avais participé. Puis je trouvais que c'était très intéressant de voir un peu la vision de la santé mondiale aussi. Malgré que c'était pas mon intérêt principal, ben, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Puis ça l'a ajouté à ma candidature, je crois. Mais encore une fois, on ne sait pas comment on a été choisi. Puis je pense que malgré que je suis rendue en 4e année de résidence, le sentiment d'imposteur est toujours là. Fait que c'est sûr que c'est dur de savoir quoi exactement, mais j'aime penser qu'ils ont eu accès à ma personne. Puis je pense que pendant l'entrevue, une chose que je m'étais dit vraiment, c'est qu'il faut qu'ils voient ma passion pour la spécialité. Donc, quand je pratiquais, au début, les gens avec qui je pratiquais me disaient « Oh, tu sais, t'as l'air d'aimer ça, mais pas tant. » Je suis comme « Hein? Voyons donc, je suis passionnée au bout, là, il faut que ça paraisse. » Donc, j'avais beaucoup travaillé sur le fait de montrer à quel point ça m'intéresse. C'est une passion là, que j'ai pour de vrai. Puis je voulais qu'ils le ressentent pendant l'entrevue, que je le voulais vraiment. Malgré qu'ils le savent, t'appliques dans il faut le montrer aussi. Il faut qu'ils ressentent. Très clair, même dans la lettre de motivation, l'entrevue, même les interactions avec des patrons. Je te montre si, disons, tu as lu un article ou écouté un podcast de classique, puis tu as écouté quelque chose de très intéressant, puis ça relie à un patient que tu vois en clinique. Si tu parles de ça, ça va montrer que tu es impliqué même en dehors de l'hôpital, puis c'est quelque chose que tu es vraiment passionné par. Ouais, ça paraît. Puis je pense que des fois, c'est dur de le démontrer. Parce que des fois, il y a des étudiants qui, à la fin du stage, je suis comme « Oh oui, je suis vraiment intéressée. » Je suis comme « Oh mon Dieu, je ne sais pas. Tu me l'as jamais dit? » Fait qu'hésitez pas à le dire, puis à le démontrer. Puis d'être curieux aussi, c'est une façon de montrer son intérêt en stage, poser des questions, puis aller lire aussi un peu avant. Oui, poser des questions sur le moment, mais aussi en lisant puis en posant des questions, en reflétant des recherches, mais ça montre encore plus son intérêt. Fait, je pense que le côté passion, intérêt, c'est vraiment important, autant dans la lettre que dans l'entrevue. C'est là qu'il est le temps de le dire. Dans 10 ans, je me vois faire ça, c'est ça. Puis, avoir un plan en tête puis être convaincant. Il faut se vendre ta salade quand même. Donc, puis c'est le moment. Personne ne va te dire ne montre pas ta passion dans l'entrevue. C'est vraiment le moment où tu peux tout lâcher. Donc, Puis justement, vu que les deux, vous avez fait votre médecine pas à l'Université de Montréal, est-ce que vous avez fait des stages à l'externat ici ou comment vous avez eu contact en fait avec le programme? Moi, mon année, c'était pendant la période où la COVID finissait en fait, donc il n'y avait pas d'opportunité de faire des stages à l'extérieur dans d'autres universités. Donc j'ai vraiment juste fait mes stages à Maggie, dans l'université où j'ai fait ma médecine. Puis je connaissais quand même quelques résidents, mais c'est quand même différent de faire un stage avec eux, puis juste de les connaître en dehors de l'hôpital. Donc je pense maintenant, certainement, vous êtes capable de faire des stages à l'extérieur à d'autres universités. Je pense que c'est quand même, si vous voulez aller à une université en particulier, c'est comme un prérequis, je dirais, au moins faire un stage. C'est un prérequis, mais pas réellement, parce qu'il y a beaucoup de résidents. Des fois, c'est pas possible, j'entends, d'avoir il y a quelques résidents qui sont rentrés dans le passé qui n'avaient jamais visité l'Université de Montréal. Donc, il ne faut pas trop stresser. Des fois, c'est que c'est pas possible. Tu veux faire un stage, tu fais les demandes au bon moment, tu as la bonne stratégie, mais ça ne concorde pas. Fait que des fois, c'est de complémenter ça avec d'autres comme des implications, peut-être la recherche ou dans des congrès. Tu peux trouver une façon, des journées d'observation, d'un peu médier à ce problème-là, des fois qui est un peu hors de notre contrôle. Moi, j'ai gradué ma médecine en 2021. Fait que ma dernière année d'externat, c'est plein moment que la COVID a explosé. Mais j'ai réussi à faire un stage à l'Université de Montréal en février 2020, soit le mois juste avant la COVID. Puis mes stages le mois d'après ont tous été annulés, mais heureusement, c'est sûr que venant de l'Université de Sherbrooke, c'était pas un désavantage, mais en étant à Chicoutimi, mais je me retrouvais quand même plus loin là, de la ville et tout ça. Donc, je pense que c'était quand même important dans mon contexte de faire un stage à Montréal. Puis c'est sûr que ils vont quand même avantager un candidat qu'ils ont vu et qui ont aimé par rapport à quelqu'un qui aime sur papier mais qui n'ont jamais vu. Ça va de soi. Là, donner le bénéfice du doute à quelqu'un que tu n'as pas vu en pratique, naturellement, s'il y a quelqu'un d'équivalent que tu as vu, ben, ça va être un candidat plus intéressant. Donc, j'avais réussi à faire un stage à l'Université de Montréal. J'avais appliqué à Saint-Justine, Maisonneuve-Rosemont-Sacré-Cœur, puis j'avais eu un stage à Sacré-Cœur. Donc, ça a vraiment été un élément important, je pense, de mon parcours, parce que c'est sûr que dans différents milieux, la chirurgie plastique est différente.
Puis à l'Université de Montréal, c'est sûrement l'endroit où elle est plus diverse, où on vient toucher à vraiment toutes les surspécialités de la chirurgie plastique. Donc j'ai été exposée à des cas de trauma, de reconstruction par lambeau, chirurgie du poignet, arthroscopie. Donc ça m'avait vraiment émerveillée. Puis ça m'avait permis aussi d'avoir un premier contact avec les résidents. Donc j'encourage fortement les gens à du moins faire un stage d'observation ou essayer vraiment de faire un stage dans le milieu dans lequel tu vas appliquer. Puis même chose si tu souhaites appliquer ailleurs au Canada aussi, il y a des options d'aller visiter. Mais il reste qu'avec le CARMS, il y a un maximum de 8 semaines là, dans une spécialité. Donc c'est sûr que ça devient un peu limitant. Puis est-ce que tu fais des stages de 2 semaines, 1 mois? Je sais que maintenant, à l'Université de Montréal, là, il y a beaucoup d'externes que c'est des stages de 2 semaines. Ils sont rendus forts là-dessus. Moi, j'avais fait un stage d'1 mois, puis je trouve que les stages d'1 mois, c'est vraiment bien parce que, surtout dans une spécialité très, des fois complexe, en 2 semaines, tu n'as pas vraiment le temps de vraiment maîtriser, pas maîtriser, là, parce qu'on ne maîtrise pas à l'externat, mais un peu de comprendre le fonctionnement, comprendre comment tu peux aider l'équipe en stage. Donc, si vous êtes capable de faire plus que 2 semaines, je l'encourage. Ou il y en a d'autres qui vont dire, je vais faire 2 semaines ici, 2 semaines là, 2 semaines là. C'est aussi une option. Je pense qu'il y a plusieurs options différentes. Plusieurs recettes. Ouais. Fait que j'avais fait 1 mois à l'Université de Montréal, puis j'avais fait dans mon université 1 mois à Sherbrooke en chirurgie plastique. Donc j'avais comme maxé le 8 semaines, puis je suggère fortement aux gens qui veulent appliquer de maxer le 8 semaines de chirurgie plastique. Mais je pense qu'à Sherbrooke, justement, c'est comme 1 mois vos stages. Comme peu importe, fait que vos stages d'adoption, c'est le même aussi. Il y avait aussi des options, je pouvais le faire en 2 semaines. Il y avait l'option, mais il y avait l'option 1 mois qui me plaisait. Là, mais si vous êtes limité à faire 2 semaines, je veux dire, faites 2 semaines, mais essayez de maxer le 8 semaines. Moi, comme c'était dans plein COVID, il y avait juste une option de faire des stages à McGill, donc j'ai fait 2 semaines à chacun des sites. Donc il y avait le centre de trauma, le MGH, j'ai fait 2 semaines là-bas, puis je pense aussi 2 semaines en deuxième année, comme pendant la période de préclinique, 2 semaines au Royal Victoria, donc c'est l'hôpital oncologique, on fait beaucoup de reconstruction mammaire, 2 semaines au Children's, puis 2 semaines, je me rappelle plus, je pense que c'était 2 semaines encore plus tard au General, au centre de trauma. Donc c'est sûr que c'était plus facile parce qu'il y avait juste une option, donc je n'allais pas faire 8 semaines dans un centre, j'allais éparpiller mes... Ouais, c'est bon aussi, honnêtement. Mais aussi, je dirais que comme il y a le cap de 8 semaines dans notre spécialité, vous pouvez aussi faire des stages dans des spécialités reliées. Donc des stages en chirurgie générale, en onco, ils font beaucoup de chirurgie mammaire, quoi d'autre, orthopédie si c'est un centre de sarcome. S'il y a un stage de Mohs en dermatologie, je sais que c'est un peu plus difficile d'avoir des stages comme externes. Mais... Ouais, moi j'avais un peu regardé ça. Sur le site CARMS, tu as accès un peu au programme de résidence, puis tu vois un peu dans les 2 premières années de résidence, on fait des stages dans les spécialités connexes. Donc je m'étais un peu basée là-dessus pour décider dans quelles autres spécialités je voulais faire des stages. Donc j'avais fait stage de dermatologie. Puis c'est là que finalement j'ai réalisé que c'était aussi une spécialité qui m'intéressait. Donc j'ai aussi fait des applications dans cette spécialité-là comme plan B. J'ai fait des stages en ophtalmologie parce que tout ce qui est oculoplastie, c'est quelque chose qu'on touche aussi en chirurgie plastique. Puis j'ai fait des stages, chirurgie générale, orthopédie. Donc j'essayais d'être un peu cohérente là, avec mon application, mais aussi dans d'autres spécialités qui m'intéressaient potentiellement. Donc je pense que c'est une autre façon d'un peu montrer son intérêt, c'est de faire des stages dans des spécialités connexes, mais qui vous intéressent aussi. Là. Puis le processus CARMS, on sait, il y a les lettres de recommandation, les lettres de motivation. Comment est-ce que vous avez fait pour naviguer? Puis est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui passent à travers ce processus? Demandez des lettres dès le début. Ouais. Dès que vous sentez un bon fit avec un patron, demandez la lettre, vous n'avez rien à perdre. Ouais, puis au moment de vos applications, vous allez pouvoir choisir là, lesquelles lettres que vous voulez utiliser sans avoir accès aux lettres, là, mais du moins avoir des options parce que ça peut devenir très angoissant à la fin de réaliser qu'il te manque une lettre, devoir écrire à quelqu'un que tu as rencontré il y a 1 an, puis je pense que ça paraît un peu moins bien. Ceci dit, ne demandez pas à chaque personne avec qui vous travaillez de vous faire une lettre parce que ça peut aussi comme, être un peu aliénant. Là. Mais je pense que dès que vous sentez que vous avez un bon fit avec quelqu'un, puis ceci dit, c'est difficile d'avoir ce fit-là, surtout dans des universités comme à l'Université de Montréal, il y a beaucoup de résidents, beaucoup d'externes, beaucoup de patrons. Fait que, des fois, les gens ils se retrouvent à travailler une journée avec chaque patron, surtout dans les stages de 2 semaines. Donc,
ça peut devenir difficile, mais je pense que pour les lettres, c'est important de les demander quand même. S'il y a une hésitation, ça veut dire que vous considérez demander à la personne, demandez-la. Fait que les lettres, je pense que c'est important de les demander assez tôt. Puis en personne aussi, je pense qu'il y a des gens qui vont écrire après par courriel. Pouvez-vous m'écrire une lettre? Je pense que les patrons apprécient vraiment qu'à la fin du stage, tu allais voir face à face. C'est un peu stressant, mais ça vaut la peine. Puis dire, bon, j'ai vraiment apprécié travailler avec vous. Je considère fortement appliquant en chirurgie plastique. Est-ce que ça vous dérangerait de m'écrire une lettre? Je pense que ça montre beaucoup son sérieux. Puis vous prenez les contacts de la personne, comme ça, quand va venir le processus COMS, puis la plateforme va s'ouvrir, vous allez pouvoir leur écrire, on s'était parlé telle date, je suis venue en stage. Mais il y en a qui vont aussi demander que vous envoyez votre CV. Je pense que c'est une bonne chose à envoyer pour qu'ils puissent un peu personnaliser la lettre de motivation. Donc, il y a la lettre, puis dans le processus d'application, ensuite, il y a faire son CV. Fait que ça, c'est quand même difficile. J'encourage quand même les gens à demander aux étudiants une année en haut de un peu les aider dans ce processus-là, à quoi ça devrait ressembler. Nous, à notre université, on avait des gens qui pouvaient nous aider. Là. Il y avait comme des ressources d'aide à la formation d'un CV. Fait que j'avais utilisé ça. Puis je l'avais partagé à tout plein de gens dans mon entourage, des gens pas en médecine. Je peux voir si c'était clair. Je pense que ça, c'est une grosse étape. La lettre de motivation aussi. Je pense qu'il faut la faire vraiment soi-même, puis être honnête dans qu'est-ce que tu mets dedans. Puis je pense que ça, c'est vraiment l'étape où il ne faut pas se comparer aux autres. Là. Vous écrivez une lettre qui vient vraiment de votre cœur, puis après, vous pouvez peut-être confirmer avec d'autres personnes des exemples, mais je pense que c'est important à cette étape-là que ça vienne vraiment de vous. C'est votre opportunité de montrer votre personnalité avant même d'arriver à l'entrevue. Je pense que tout ça, ça soit cohérent. Les lettres de référence, le CV, lettres de motivation. Ouais. Je pense que c'est sûr que les lettres de référence. Comme un thème où on peut voir la passion à travers ces différentes choses. Oui, c'est ça. Surtout comme CV, lettres de motivation, il faut que ça blende bien. Puis, moi aussi, je suis du côté de demander les lettres en personne. Puis c'est aussi un moment où on peut recevoir du feedback des patrons. Puis si c'est pas trop bien, peut-être c'est pas la meilleure personne pour utiliser cette lettre-là. Donc je pense que moi aussi, je recommande surtout de demander à la fin de ton stage la personne ou les patrons que tu as travaillé le plus avec. Juste, est-ce que je peux avoir du feedback? On peut trouver un moment. C'est ma dernière semaine, au début de la semaine, je leur dis, est-ce qu'on peut trouver un moment, peut-être jeudi ou vendredi, pour s'asseoir. Et après, si ça va bien, tu leur demandes pour une lettre. Oui, puis je pense que si vous sentez qu'il y a quelque chose avec ce patron-là, demandez si pas quelque chose qui ne fit pas ou la personnalité, c'est moyen. Puis aussi, qu'est-ce que ça dit avant, vraiment on se compare pas aux autres, parce qu'en plastique, c'est sûr, c'est une spécialité contingentée. On va voir, même dans notre classe, dans les cohortes, au-dessus de nous, en dessous de nous, il y a des personnes qui sont peut-être très impressionnantes, qui font beaucoup de recherches, qui connaissent tout le monde. Puis, si on regarde tout le monde, on va être comme découragé, ça va pas nous aider du tout. Donc je pense que vraiment juste être dans stay in your lane, puis vraiment put your head down, puis travaille le plus fort que tu peux, puis ça va. Ouais. On va le voir. Ah oui, ça, là, on peut pas sous-estimer ce point-là. Là. Honnêtement, vous allez côtoyer probablement des gens en médecine qui, dès le jour 1, disent « je vais faire telle spécialité, super intense », puis on est comme « oh my god, moi j'ai comme zéro cet engagement-là », puis c'est normal aussi, honnêtement, c'est pas tout le monde qui a dès le début, puis c'était pas le cas pour moi non plus, là. J'ai poursuivi mes passions à l'extérieur de la médecine pendant ma médecine, donc oui, je voulais rentrer en plastique, mais oui, j'ai pris de mon temps pour faire autre chose, pour m'aider à garder un équilibre mental. Mais je pense que ça peut être angoissant d'être entouré de ces personnes-là qui sont vraiment intenses. Puis des fois, ça décourage plusieurs candidats à appliquer dans des spécialités chirurgicales parce qu'ils ne sentent pas qu'ils sont comme ça. Puis ils pensent que la spécialité chirurgicale, c'est pour des gens dans ce stéréotype-là. Puis c'est vraiment pas le cas. Donc, je pense que c'est important de ne pas se comparer. Puis je me suis sentie un peu protégée de tout ça, moi, en faisant ma médecine. À Chicoutimi, on était un petit campus. Beaucoup de gens qui voulaient appliquer en médecine de famille. Moi, je savais que je voulais faire de la plastie, mais j'étais moins entourée de gens dans cette mentalité-là. Puis je pense que ça a été un avantage finalement parce que j'ai vraiment fait ce que moi je voulais faire, mais je peux comprendre le stress d'être entouré des gens comme ça. Puis chaque personne a son propre parcours, puis tant que c'est cohérent, puis ça fit avec toi-même, puis qu'au final, tu n'as pas de regrets, puis tu es resté authentique, je pense que c'est important. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est
En stage, je pense que quelque chose que beaucoup de gens font pas, c'est de dire qu'ils sont intéressés à la chirurgie plastique. Ils rentrent en stage, ils assument que vu qu'ils sont en stage, c'est qu'ils ont un intérêt, mais il y a des gens qui viennent en stage et qui n'ont pas nécessairement d'intérêt. Ils veulent faire de la médefemme, mais ils veulent peut-être en apprendre un peu plus sur des techniques, des fermetures de plaies et compagnie. Mais il y a des gens qui viennent en stage aussi parce qu'ils ont un intérêt. Fait que je pense que dès le début du stage, souvent les résidents, ça se peut qu'ils vous le demandent, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Mais si personne vous le demande, je vous encourage quand même à le dire, comme moi je suis vraiment intéressée à faire de la chirurgie plastique. Demander des conseils, ça peut être une bonne façon de le placer. Qu'est-ce que tu me suggères pour mes stages, recherche, c'est ça. Je pense que c'est important de le dire. Puis aussi au patron, parce que des fois, on ne va pas tous prendre la peine de vous le demander, mais je pense que c'est important de le dire parce que si vous ne le dites pas, puis à la fin vous dites je vais faire la plastique, écrivez-moi une lettre. Mais eux, ils n'avaient peut-être pas dans le mindset tout le long de ton stage. Leur vue, Ils n'avaient peut-être pas l'impression tout le long de ton stage que tu étais intéressé, fait qu'ils ne portaient pas une attention peut-être très particulière à les qualités en lien avec une application en chirurgie plastique. Fait que j'encourage vraiment aux gens de le dire. Puis, on parlait beaucoup de rester intègre. Pour revenir là-dessus, il y a des choses que vous n'êtes pas à l'aise de faire, faites-le pas. Comme moi, honnêtement, quand j'étais dans le processus, je n'étais pas vraiment à l'aise de commencer à écrire à des résidents. Je suis quand même quelqu'un d'introverti, puis je travaille là-dessus, mais d'écrire à des gens, j'étais pas, je sais pas, ça me tentait pas dans le moment, puis je l'ai pas fait. Puis en rétrospective, je me disais, oh mon Dieu, j'aurais dû le faire, les résidents. Tu sais, c'est comme on est vraiment parlable, puis moi j'apprécie quand les gens m'écrivent, puis je prends le temps de les appeler. Mais dans le moment, je filais pas, puis j'avais parlé à quelques résidents, surtout en stage, mais je me sentais pas à l'aise, je l'ai pas fait, puis j'ai pas eu de regret parce que dans le moment, c'était pas naturel, puis probablement que l'interaction aurait pas été positive, là, vu mon malaise avec ça. Je pense que c'est quand même important de rester intègre à soi, puis faire les démarches que vous êtes à l'aise de faire. Oui, sûrement. Puis, comment vous êtes préparé là, aux entrevues? Je sais qu'il y a des formats différents là, avec le programme, tout ça, mais est-ce que vous avez utilisé comme votre famille, vos amis, des gens dans l'année d'en haut? C'était quoi votre stratégie? Je sais pas si cette année, ça va être encore sur Zoom, je pense. Oui, je pense que cette année, c'est sur Zoom, ça se peut que ça change dans les prochaines années. Pour moi, c'était virtuel sur Zoom ou Teams ou whatever, mais je pense que vraiment, comme tu as mentionné, c'est important de pratiquer au moins, pas nécessairement les questions spécifiques, mais juste comment tu verbalises tes pensées, tes expériences pendant l'externat. Donc moi, j'avais quand même plusieurs amis que j'étais amis depuis que j'étais jeune en médecine avec moi, donc on pratiquait tous ensemble pour les entrevues, puis ils ont tous rentré en chirurgie aussi. Donc je pense que c'est vraiment une bonne opportunité de voir comment eux, ils présentent leurs idées ou leurs expériences, puis d'avoir du feedback de est-ce que tu parles un peu trop longtemps pour cette question, parce que des fois on passe 3, 4, 5 minutes, puis on réalise même pas que ça traîne. Donc je pense que c'est une bonne idée de pratiquer avec surtout des personnes en médecine, si possible, sinon avec ta famille, des amis qui sont dans d'autres domaines aussi, ça peut donner des commentaires pertinents aussi, je pense. Oui, même chose. Des gens en médecine. Moi, j'avais aussi pratiqué beaucoup avec ma meilleure amie qui n'est pas du tout en médecine, puis elle n'était pas gênée de me dire les vraies choses. Donc, des fois, elle est comme, non, tu peux pas dire ça, franchement. Je sais comment, ok. mais je pense que la pratique, c'est important. Puis si c'est encore sur Zoom, au moment que vous appliquez, je vous conseille de pratiquer sur Zoom ou FaceTime. Mais si c'est en personne, pratiquez en personne, parce que ça n'a pas les mêmes challenges. Sur Zoom, il y a quand même... même juste la caméra, le micro, s'assurer qu'on t'entend bien, la luminosité. T'as pas tout le non-verbal comme toi en personne, fait que des fois, il faut peut-être compenser. Fait que je pense que c'est important de pratiquer. Puis, comment pratiquer aussi, il y a des banques de questions. Je sais pas si toi, tu avais juste des questions générales. Standard, c'est vraiment des questions générales. Il n'y a pas de surprise. C'est pas des réponses à l'entrevue, là, mais il y a des banques qui se partagent d'année en année de juste des questions de base. Apprendre à se connaître, savoir ses qualités, ses défauts. Savoir quelques exemples de mise en situation, ce que tu as eu à collaborer, résoudre des conflits. Il y a souvent des questions du type est-ce que tu rapportes ton collègue pour quelque chose qu'il a fait de pas correct versus est-ce que tu es loyal. Il y a un peu des mises en situation comme ça qui reviennent beaucoup, qui peuvent être présentes dans des banques de questions. Mais aussi apprendre à se connaître à l'extérieur de la médecine aussi, c'est quelque chose qui peut revenir beaucoup à l'entrevue. Puis après ça, ils vont complètement vous déboussoler avec des questions random, que si tu étais sur une île déserte, puis
que c'était l'apocalypse, qu'est-ce que tu fais dans, tu sais. Mais c'est pour ça que c'est important de pratiquer, comme ça on peut être confortable dans des situations où on est inconfortable. Donc, ouais. Puis moi aussi, j'avais comme un document Word avec mes amis où je pratiquais avec des questions vraiment je partais sur YouTube, puis Residency Interview Questions, puis tu trouves vraiment, c'est des choses de base. Donc, pourquoi cette spécialité? Pourquoi vous? Quelles sont vos forces, vos faiblesses? Puis juste, ça donne un moment où c'est une période d'introspection, je pense, la période d'entrevue. On trouve c'est quoi nos défauts, c'est quoi nos forces un petit peu. Puis aussi, j'avais comme une section de moments ou d'expériences pendant l'externat, pendant la médecine, où je pourrais appliquer selon, disons, les pédales de CanMeds, des situations où je pourrais... Parce que sur le spot, c'est difficile à trouver quelque chose exactement spécifique. Donc si on a comme une banque de moments ou d'expériences, on pourrait les... Ok, c'est celui-là, est-ce que ça fit ici? Puis je pourrais l'utiliser. Ouais. C'est comme ça que moi je l'ai fait. Des fois, c'est stressant dans le moment. Ils te posent une question, tu es comme, Ouais. OK, là, comme, je me suis préparé quelques situations, mais des fois, ça fit plus ou moins, mais il faut essayer d'être flexible. Là, quand tu te prépares des expériences, OK, ça pourrait Pas être trop rigide, parce que c'est rare que ça va être directement ça que tu as préparé. Ouais, malgré que tu aimerais qu'ils posent exactement la question, c'est souvent pas le cas. Fait que d'être flexible, mais aussi d'être spontané. Fait que oui, la préparation, mais il faut aussi se laisser un certain degré de flexibilité, parce qu'ils vont vous surprendre avec des questions que vous n'avez pas préparées. Donc, peut-être avec les gens que vous pratiquez, essayez de les faire préparer des questions vraiment random, juste pour vous pratiquer être spontané, puis bien exprimer ses pensées de façon concise, parce qu'ils ont quand même un nombre de questions qui doivent passer dans l'entrevue, puis si vous passez 5 minutes à répondre à une question, malheureusement, ça se peut qu'ils ne viennent pas répondre à des éléments vraiment importants de votre candidature. Donc, je conseille quand même d'être concis dans ses réponses, mais pas trop, parce que il faut quand même donner un peu de chair à l'argument, puis des exemples parfois. Des fois, il faut vous poser une question, puis vous pouvez suivre avec un exemple, malgré que des fois, c'est une façon de bien exprimer ses idées. Puis parfois, souvent à la fin des entrevues, ils vont, si vous avez le temps, ils vont poser une question générale. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez discuter qu'on n'a pas eu le temps d'aborder? Donc, c'est important. Moi, avant l'entrevue, je m'étais faite comme juste une liste de comme 5 points que je voulais absolument toucher. Je voulais toucher au fait que j'étais vraiment passionnée. Je voulais toucher au fait que mes expériences... j'avais aussi... avant la médecine, j'ai eu une carrière en passage artistique, donc ça m'a amené beaucoup de qualités qui sont utiles pour moi aujourd'hui, donc je voulais parler un peu de ça. Il y a d'autres points, mes implications dans tel comité qui avaient vraiment été importantes. Il y avait quelques points que je savais que je voulais absolument discuter. Donc, des fois, c'est via une question qu'on est capable de un peu la détourner vers un élément qu'on veut répondre. Puis, à la fin, de se laisser un peu... S'il y a un élément qu'on n'a pas discuté, puis s'il y a une question générale qui est posée, c'est là le moment d'en parler. Puis aussi, il y a beaucoup d'entrevues qu'à la fin vont un peu vous demander de rapidement dire pourquoi ils devraient choisir toi. Donc, il faut apprendre à se vendre rapidement de façon concise, mais aussi être capable de faire le tri. OK, qu'est-ce que j'ai déjà dit dans l'entrevue pour pas trop me répéter? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je veux amener? Donc, juste en parler, là, c'est comme stressant, là, mais... moi, je l'ai fait 2 fois. C'est horrible. C'est horrible, mais honnêtement, après une entrevue, t'es comme... What the hell just happened? Genre, c'est vraiment beaucoup d'émotions, puis ça se passe jamais exactement comme tu l'as prévu, mais je pense que de plus que tu te pratiques, ben, aussi à la fin, ben, t'as rien à te reprocher. Je pense que moi, c'était beaucoup ça que je me disais, comme je fais mon possible, puis advienne que pourra, oui, je le veux vraiment, j'ai fait de mon possible, mais gars, j'ai fait... C'est vrai, à la fin de la journée, c'est une conversation avec 4-5 personnes. Donc si tu rentres, moi, mon approche, c'était vraiment ça. Je rentre dans une conversation avec 4 ou 5 personnes, puis ça va juste être une discussion des choses où j'ai déjà vécu. Je vais rien inventer, je vais rien devoir parler de quelque chose que je comprends pas trop bien ou quoi que ce soit. Donc, puis je pense, ce que tu as mentionné avant, de vraiment présenter des exemples, des choses, ça aide beaucoup. Parce que, disons, ils te demandent, c'est quoi tes forces, tes 3 forces, ou whatever. Tu dis, moi, je travaille bien en équipe, je suis un leader, puis je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as donné si tu dis ça? Tout le monde peut dire ça. Il faut donner des exemples concrets pendant tes stages, pendant tes années de médecine préclinique, en disant, vous avez créé ce groupe-là, vous travaillez en équipe, vous avez
travailler sur votre communication, à trouver des questions, à parler au fil du temps, puis garder une conversation fluide. Donc, je pense qu'il faut vraiment présenter, qui retourne au point où ça doit être très clair, montrer ta passion, montrer tes forces. Il faut leur présenter des choses directement dans leur face, donner des exemples, montrer ta passion. You can't leave anything to their imagination. Ouais. Puis la question des défauts aussi, là, ça revient souvent, il faut dire des vrais défauts. Là. Pas, Perfection. Je suis trop perfectionniste, là, c'est comme très red flag dire ça, là, d'ailleurs, parce que c'est pas un vrai défaut, là, mais peut-être que vous êtes capable de tirer autre chose. C'est sûr que faut pas non plus dire je suis arrogant. Je pense qu'il y a des choses qui il faut s'éviter de dire, mais quand même... Je suis un criminel. Mais oui, je pense que c'est important de pratiquer quand même des défauts qui sont vrais, mais quand même trouver une façon de l'expliquer puis de montrer une introspection par rapport à ça. Je crois que c'est important. Voilà. Puis est-ce que vous avez justement un peu des stratégies pour gérer le stress durant cette période qui est quand même stressant puis que on contrôle pas vraiment full la situation, ça peut racheter Yoga. Ouais, il y a des choses, dans la vie, il y a des choses où on peut contrôler, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, pour les entrevues, tu peux juste contrôler la préparation, disons, les questions où tu sais qu'il y a une forte chance qu'ils vont te déposer. Donc, on peut préparer ça d'avance, ça nous donne un petit peu plus de confiance dans les réponses. Donc, moi, c'était vraiment les choses où je peux contrôler, je vais les contrôler du mieux que je peux. Donc, les questions pour les entrevues, j'ai pratiqué avec mes amis. Ouais, c'est ça. Ouais, je Puis pense aussi, que, vraiment, avant de finir, comme je l'ai mentionné avant, de rentrer et puis me dire, c'est juste une conversation à la fin de la journée. C'est quoi le pire qui va arriver? Vraiment. La minute avant que l'entrevue ait commencé, je me disais, ok, tout ce stress-là pour une conversation de 20 minutes. C'est quoi vraiment le pire? Conversation de 20 minutes qui change le reste de ta vie. mais si on pense comme ça, ok, on va être angoissé, on va être stressé. Ouais, exact. Non, faut pas se dire que ça va changer. Pour les 2 ou 3 semaines où on prépare, on peut être comme ça. 2 minutes avant, on change. Honnêtement, c'est super stressant. Là. Je pense que faut pas le accepter cacher aussi. que c'est super stressant. J'avais fait un peu d'exercice de respiration avant, méditation. Je pense pas que ça l'a vraiment aidé, mais je pense que dans les moments avant l'entrevue, il n'y a plus de préparation. Là. Il faut que tu trouves autre chose. Je pense que j'étais allée courir. Comme essayer de changer ses idées, puis être posé, que rester devant ton ordi, puis à overthink tout ce qui va se passer. Donc, je pense qu'il faut juste comme prendre un moment, respirer. Puis après, il y a d'autres moments dans votre vie que vous avez fait face à des stress importants, donc un peu se rappeler comme les stratégies que vous avez utilisées à d'autres moments, puis qui vous ont aidé. Je pense que c'est important. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu savoir avant l'application quand même? Est-ce que comme en rétrospection, c'est comme hey, j'aurais dû savoir telle information ou j'aurais dû faire telle affaire différente en rétrospective? Bonne question. Je pense au début de la médecine, je pensais que chaque chose qu'on fait it's like scrutinized. Tu sais, si on demande à un résident pour la recherche, si on demande une question à un patron, si on demande une question en clinique, peut-être ça va changer tout mon parcours, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas comme ça. Donc je pense que juste n'aie pas peur de vraiment demander des questions, de montrer notre passion en clinique, en personne, probablement ça aurait été ça. Je pense qu'être moi-même, je savais que c'était important, mais maintenant que je suis dans le programme, je le réalise encore plus, comme à quel point ils cherchent un collègue aussi, là, ça on peut pas le over-emphasize, que oui, être compétent, bon et tout, mais d'être une bonne personne overall, ça compte pour beaucoup, honnêtement. Fait que, je pense que j'encourage vraiment les gens à montrer qui ils sont, puis se faire confiance. Je pense qu'en rétrospective, j'aurais pu avoir plus confiance en moi. Là. Je pense que c'est très difficile là, dans un processus comme ça, surtout quand tu regardes les stats qui rentrent pas. Mais je pense que j'aurais dû me faire plus confiance, plus m'assumer, montrer peut-être encore plus mes vraies couleurs. Mais au final, j'ai fait dans le moment ce que je pensais était le mieux. Puis j'ai pas de regrets par rapport à mon parcours. Je pense que aussi, comme il dit, je pensais que d'écrire un résident, je suis comme, ok, mais si j'écris pas la bonne chose, il va penser que je suis too much ou que
je suis énervante, puis je overthinkais chacune de mes actions, puis je pense que j'aurais pas dû être aussi stressée avec des petites choses, parce que après, dans la réalité, ça n'a pas vraiment... Ouais, on voit que les patrons, ils sont tellement occupés avec d'autres choses que... T'es probablement pas même ne pas se rappeler de tout ça. Puis moi, j'avais un ami qui était comme complètement l'opposé. Il était très extrovert, puis il demandait toujours des courriels à n'importe qui, les chefs de division, les directeurs de programme. Puis je pense que ça va aussi avec la personnalité de la personne, c'est sûr. Mais ça montrait que même si c'est sûr que pas toutes les personnes l'ont pris d'une bonne façon, de la même façon, parce qu'il a écrit à plusieurs personnes, il parlait avec des gens de plusieurs spécialités. Donc je pense que ça m'a montré que il faut quand même you have to be open pour prendre le petit saut là qui peut changer. Puis je pense que il y en a pour tous les types de personnes. Mm-hmm. C'est pas juste les personnes extrovertes, super intenses. Il y a vraiment, si tu regardes les résidents de notre programme, on est tous très différents. Ouais. Donc, malgré qu'on ait beaucoup de filles blondes. On est toutes pareilles. Mais notre personnalité est très différente. Il y a des gens qui ont des intérêts plus artistiques, donc d'autres plus sportifs. Il y en a vraiment de tout. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer de rentrer dans un moule. Beaucoup de gens vont dire en chirurgie, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois intense, il faut que tu aimes travailler des longues heures puis pas avoir de vie. C'est pas vrai. Okay? C'est vraiment pour. Presque tout le monde. Moi, je dirais pas pour tout le monde, là, mais c'est accessible à beaucoup de gens. Puis je pense que si vous avez des doutes que vous ne faites pas dans le moule, laissez-vous pas décourager par ça. Puis parlez aussi avec les résidents de vos inquiétudes, comme ah, moi, je sais pas, j'aime vraiment. Participer à, je sais pas, je fais encore tel sport, telle compétition ou tel engagement, penses-tu que ça fait bien avec ce type de résidence-là, c'est-tu réaliste, ça ressemble à quoi vos heures, votre horaire? Je pense que de poser des questions, c'est vraiment important. Puis même cette année, comme il y avait moi et Jacob Bouchard qui ont rentré dans le programme, puis on est quand même très, très différents comme personnes, comme applicants, donc... Ouais, au moins Chia, ma collègue... Dans mon année, on est très différentes, mais c'est ça la beauté de la chose. Exactement. Puis quand même si on est tellement différents, on fit très bien, le programme est très cohérent, on a des activités, des événements, c'est vraiment une grosse petite famille. Ouais, réellement, je peux pas mettre assez d'emphase sur le fait que comme la diversité, c'est vraiment un avantage, puis c'est vraiment quelque chose qui est encouragé. Là. Super, merci beaucoup pour vos conseils et tout. Je suis sûre que ça encourage les gens justement à appliquer ou les gens qui ont un peu plus des inquiétudes et ça les rassure un peu dans le fait que les résidents aussi c'est des humains, c'est des personnes normales. C'est ça. Exact. Donc, juste pour conclure un peu l'épisode, est-ce que vous avez un dernier conseil que vous aviez peut-être à un futur externe qui va rentrer pour la première fois au bloc, mettons? Moi, je peux peut-être vous partager ma première expérience au bloc, qui n'était pas très positive, donc peut-être ça peut se déstresser. J'ai pas eu un parcours parfait. Quand j'ai fait mon premier stage d'observation en chirurgie plastique, on faisait un lambeau libre, un free fibula, un péroné libre pour une reconstruction de mandibule. Puis j'avais fait un peu le rookie mistake d'arriver super tôt le matin, j'avais pas mangé, déshydratée, super stressée. Puis je suis debout là, en train de tenir des écarteurs, puis je ressens les symptômes là, d'un choc vagal. Là. Il y a toute une série d'étapes là, qui commencent par la chaleur. Oh, il fait chaud, je suis facile à avoir chaud. Après, j'ai mal au cœur, puis on est la vision à pas. Mais heureusement, je ne suis pas tombée sans connaissance, puis je l'ai dit. Je pense que c'est important de le dire. Ouais. J'ai déjà vu des externes. Il y a moins de quelques semaines qui tombent dans le patient. Je pense qu'il faut le dire. Ouais. Mais j'ai dû sortir du champ opératoire, bien sûr, puis dans le moment, je me sentais horrible, j'étais comme, mon Dieu, que je suis faible. On pense tous à travers ces pensées-là, qui est vraiment pas le cas, puis aussi, est-ce que je peux faire une spécialité chirurgicale si je suis pas capable de tolérer Ça faisait pas longtemps que la chirurgie avait commencé, là. Ouais, une grosse chirurgie. Ouais, imagine, tu sais, toute la chirurgie, je suis comme, ça y est, je googlais « Can you become a surgeon? If I faint every time I go in a OR? » Puis je dirais qu'il y a eu d'autres expériences aussi après où j'ai eu des symptômes vagales que j'ai dû me distancer. Puis pourtant, il n'y a rien qui m'écœurait de la chirurgie, c'est juste la façon que mon corps réagissait à l'environnement de la salle d'opération. Puis après, finalement, c'est parti. Mais parfois, ça peut m'arriver encore de temps en temps, beaucoup moins qu'avant, mais
honnêtement, ça m'avait vraiment fait remettre en question, tu sais, est-ce que je pouvais vraiment faire ça? Puis finalement, oui, là, mais je pense qu'il faut, les premières expériences au bloc, c'est pas toujours comme on les imagine. Mais je pense que justement, faut être honnête si jamais vous sentez que vous allez être vagal, de le dire, bien manger, être reposé. Puis poser des questions parce que des fois les gens ont peur de rentrer dans la salle d'opération. Il y a souvent les infirmières qui des fois sont un peu plus rigides avec les étudiants par rapport à la stérilité. Dites-leur, est-ce que vous pouvez me montrer comment brosser ou est-ce que j'ai le droit de placer mes mains ici, faire ça, qu'est-ce que vous me conseillez pour être sûr que je me contamine pas. Je pense que c'est vraiment important. Où est-ce que je peux me mettre pour observer si jamais vous ne pouvez pas c'est mieux ça que de tout contaminer puis ils doivent refaire tout après. Je pense pas qu'ils vont t'aimer. Exact. Puis des fois, les étudiants ils se mettent vraiment loin dans la salle d'opération. Puis je suis comme, non, rapproche-toi. Fait qu'on aussi de demander c'est où la limite. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à l'autre bout de la salle parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas s'approcher du patient. Finalement, nous, on a l'impression qu'ils sont désintéressés. Mais dans le fond, c'est pas ça. Fait juste poser des questions. Établissez où est-ce que vous pouvez vous positionner. Poser des questions au bon moment. C'est pas quand c'est dans un moment critique la chirurgie, avant ou après. Sur le microscope. Ouais, sur le microscope. Puis, tu sais, oui, poser des questions, je pense que c'est aussi intéressant à la fin. Ah, tu sais, telle étape, j'ai pas trop compris, pourquoi si. Fait que je pense que c'est ça les meilleurs conseils que je peux donner. Être là à l'heure, être ponctuel. Je pense que c'est tous des bons points. Au début, peut-être, c'est la première fois, juste. Des fois, il y a un tableau dans la salle d'opération où il y a des noms. Des fois, il y a externe, résident, patron. Tu peux aller écrire ton nom, parler à l'infirmière qui circule, l'infirmière chef, et juste lui dire que je suis un résident ici pour m'observer aujourd'hui. Où est-ce que je peux me positionner, juste t'introduire, te dire moi je suis Noah externe 2, je suis en stage de place 17 ce mois-ci, donc comme ça elle sait qu'ils vont vous voir plusieurs fois. Donc juste de s'introduire au début, puis... S'introduire, mais aussi comme demander le nom à l'infirmière, quand même. Moi, c'est Philippe, enchantée, je suis ici pour 2 semaines. Puis si c'est une nouvelle infirmière, se présenter encore une fois, je pense. Ça fait un bel exemple devant les patrons, là, comme quoi que vous appréciez, puis vous considérez tout le monde dans la salle d'opération. Vous n'êtes pas juste là pour plaire au patron, mais vraiment, vous avez... vous respectez tout le monde. Des fois, c'est juste tout le stress, les gens ils se concentrent juste sur le chirurgien, mais non, il y a tout le monde, c'est important. Puis aussi, si vous avez l'opportunité de savoir c'est quoi les cas qui vont se dérouler en salle d'opération, des fois demander aux résidents ou même au patron là, avec qui vous allez faire l'observation ou vous allez être en stage, demain, c'est lesquels cas que vous opérez. Comme ça, vous pouvez lire un peu sur le sujet. Il ne faut pas maîtriser la chirurgie au complet. Mais je pense que des points faciles, c'est vraiment connaître son anatomie. C'est des questions souvent que les patrons, les résidents vont vous poser. Donc ça, c'est ce que je suggérerais à quelqu'un qui va en salle d'opération la première fois. L'anatomie, bon point. Ça se peut des fois que les patrons vous demandent des questions, résidents, puis si ça marche, c'est des bons points à gagner. Des bons points, puis si vous ne l'avez pas, c'est aussi pas des points négatifs. Des fois, c'est juste d'avoir essayé. T'sais, si vous n'êtes pas sûr, mais vous pouvez comme reposer des questions, clarifier, puis être capable de au moins répondre partiellement à la question, ça vaut la peine aussi d'essayer. Parfait. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on a quand même fait le tour des questions. Au moins, vous avez des choses à rajouter. C'était un super bel épisode. Donc, merci encore d'être venu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était très fun aussi.